Bonjour tout le monde, vous en avez peut-être entendu parler, la mairie de Paris souhaite mettre en place un code de la rue. Ce serait quoi un code de la rue selon vous? Alors là, je vois pas du tout où elle veut en venir. Pour permettre aux usagers de circuler plus sereinement en ville. Ma première réaction fut la suivante, que ça existe déjà et qu'il s'appellerait au code de la route. Et basta, la vidéo s'arrête là. Et puis j'ai commencé à réfléchir sérieusement à la question. J'ai également pu échanger avec la mairie de Paris pour en savoir plus. Et d'ailleurs merci à eux pour leur écoute et leurs réponses. Je vous ferai un petit débrief en fin de vidéo là-dessus. Et par rapport à cette idée de code, j'avais également réalisé une vidéo sur le code du cycliste et une sur le code de l'EDPM. Je m'étais rendu compte que le code de la route, parfois, est obscur et indigeste et a besoin d'être vulgarisé pour permettre aux usagers de mieux comprendre les droits et devoirs de chacun. Alors pourquoi aujourd'hui plus qu'avant cette question se pose et quel pourrait être le but de ce code de la rue? C'est ce à quoi je vous propose de répondre dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier les personnes qui soutiennent financièrement Altisplay, ça permet d'avoir plus de visibilité sur la réalisation des vidéos, et si le cœur vous en dit, vous pourrez retrouver toutes les informations en description. Et un abonnement, un like, un commentaire, un partage est aussi une très bonne façon de soutenir Altisplay. Merci pour votre attention, on continue. Tout d'abord, pour comprendre comment on en est arrivé à penser un code de la rue, je vais prendre le temps de reposer les bases et regarder ce qui a changé ces dernières années. En 2018, un premier plan vélo a été lancé, en permettant de développer ces modes, dits doux, comme une alternative attractive à la voiture individuelle. Le tout en les combinant au transport collectif pour pouvoir couvrir des distances plus longues. Le but étant de faire du vélo un acteur économique en accompagnant l'écosystème des acteurs français. L'objectif visé est également de rendre le vélo accessible à tous à partir du plus jeune âge, tout au long de leur vie. En 2020, des aménagements cyclables temporaires sont mis en place, appelés Corona Pistes. Ces aménagements dits tactiques consistent à mettre rapidement en place des aménagements cyclables et tester de façon empirique leur fonctionnement. Cela permet d'offrir une grande flexibilité au niveau de la mise en place et une rapidité d'exécution. Cette mise en place a été réalisée en urgence pendant la pandémie de Covid pour offrir une solution supplémentaire de déplacement. Les travaux et mises en place ont pu avoir lieu sans gêner la circulation automobile, car à ce moment précis, les déplacements étaient réduits à leur minimum. Le télétravail a également été très fortement encouragé, et au final, seuls les professionnels et les personnes qui en avaient vraiment besoin circulaient dans les rues de Paris. Pour vous donner un ordre d'idée, à ce moment-là, il y avait encore moins de circulation automobile à Paris qu'en plein mois d'août, quand tout le monde est en vacances et que les rues sont vides. Et suite au succès de ces aménagements temporaires, certains se sont vus remplacés par des aménagements pérennes. Le 30 août 2021, Paris a été limité à 30, sauf certains axes, et des projets tels que les superblocs ont été mis progressivement en place pour apaiser les quartiers et limiter les itinéraires de transit. Pour plus d'informations, je vous laisse voir la vidéo à ce sujet. Et après avoir changé ces plans de circulation, des rues se sont vues vidées de toute circulation, comme par exemple les quais le long du canal Saint-Martin, permettant ainsi aux piétons et cyclistes de pouvoir profiter de ces nouveaux aménagements. Des places se sont également vues transformées, comme la place de la Bastille en janvier 2021, Nation, la place du Panthéon, la Madeleine, la place des Fêtes, la place Gambetta, place d'Italie, et de nombreux autres sont en projet ou en travaux, comme par exemple la place de la Catalogne sur laquelle j'avais réalisé une vidéo. Il y a également les rives de Seine qui ont été rendues aux piétons à partir de 2018, rive gauche et rive droite, puis réaménagées progressivement jusqu'en 2022. Sans oublier le projet des rues aux écoles, à partir de l'été 2020 qui a commencé le réaménagement de certaines rues où se trouvent des écoles, d'où le nom, permettant la sécurité des trajets des enfants pour aller jusqu'à leur établissement. Cela permet également de végétaliser les rues dans l'optique de diminuer localement la pollution. Comme vous pouvez le voir, ça fait pas mal de changements ces dernières années et ils ont permis aux mobilités douces de se développer comme jamais auparavant et de prendre plus de place sur l'espace public, trop longtemps laissé au monopole de la voiture, et forcément cela a impliqué des changements dans les usages de ces espaces et également dans le débat public. Et c'est ça qu'il est intéressant d'observer. Maintenant que l'on comprend mieux ce qui a changé au niveau de l'urbanisme, qu'est-ce qui a changé au niveau du comportement des usagers? Tout d'abord, cela a permis l'essor du vélo, sous toutes ses formes, aussi bien musculaires qu'électriques, et l'explosion de l'usage de la trottinette et autres EDPM, car ces modes de transport disposent maintenant de voies qui leur permettent de se mouvoir en sécurité. Et des espaces, auparavant inutilisables et inhospitaliers, ont été rendus aux piétons, leur permettant maintenant de se déplacer plus confortablement en se sentant moins en danger et subissant également moins de nuisances, comme par exemple la rue de Rivoli. Je vous mets un petit comparatif entre avant et maintenant, on se rend bien compte que dans un cas de figure, il ne fait pas bon être piéton ou cycliste. La vitesse des véhicules ayant été diminuée, cela permet également d'avoir une meilleure anticipation au niveau des piétons. Plus la vitesse est basse et plus le champ de vision s'ouvre. Les piétons peuvent également traverser plus sereinement
car la voiture arrive moins vite. Et la différence de vitesse avec les cyclistes étant moins importante, cela permet également une meilleure cohabitation. Mais le fait d'avoir réduit cette vitesse et ce transit sur certains axes rend également les piétons et cyclistes beaucoup plus téméraires qu'avant. Certains piétons vont commencer à s'avancer sur la chaussée, généralement jusqu'au niveau de la piste cyclable, car ils se sentent en sécurité. Ils n'attendent pas non plus que le feu piéton passe au vert pour s'engager. Il n'est pas rare de voir une marée de piétons s'engager une fois qu'il n'y a plus aucun véhicule à l'horizon, ce qui peut donner lieu à des situations très désagréables. C'est marrant comme les piétons se sentent en sécurité ici. Oh là 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 là. Pour les cyclistes et conducteurs de trottinettes, c'est la même chose. Certains téméraires s'engagent en toute illégalité dans les carrefours, pensant le faire en sécurité, et dans certains cas, ça donne des accrochages. Les priorités envers les piétons ne sont pas non plus respectées, et ce par l'ensemble des usagers, à croire qu'ils en oublieraient qu'ils redeviennent piétons au moment où ils quittent leur véhicule. C'est bien pour les piétons quand même, hein. Pour les conducteurs de véhicules motorisés, l'offre de stationnement est réduite en surface et presque la moitié de ces stationnements seront supprimés d'ici 2026. Ils continuent donc à se garer au plus proche de leurs besoins sans chercher de parking souterrain et en multipliant ainsi les mauvais stationnements. Beaucoup de professionnels ne font pas non plus cet effort, même si le nombre de places de livraison n'a pas diminué, mais ont changé de place depuis les réaménagements. J'en avais parlé dans les sujets de l'avenue de la République, Lafayette et rue d'Aubervilliers. Ces mauvais stationnements créent des tensions quand ils sont sur le trottoir, sur les passages piétons et également sur les pistes cyclables. Et certains automobilistes n'hésitent pas à braver des interdits en allant par exemple se garer du mauvais côté de la chaussée. Et c'est également interdit. Et d'autres très nombreuses infractions sont complètement devenues invisibles et continuent à se produire en nombre. Et ce, par tous les types d'usagers. Ce sont donc ces comportements qui se multiplient depuis cette transformation de l'espace urbain. Les usagers s'adaptent en cherchant des solutions plus favorables pour eux et les mobilités douces prennent plus de liberté car elles se sentent moins en danger. Maintenant que l'on a identifié les conséquences au niveau du comportement des usagers par rapport à cette modification de l'urbanisme, quel type de solution peut apporter ce code de la rue ? Dans un premier temps, il y a la partie formation. Présenter les règles non pas sous forme de sanctions, mais d'une logique à appliquer. Prenons l'exemple du carrefour. Dans les faits, très peu de personnes respectent le code de la route ici, qui indique qu'il ne faut pas s'engager dans une intersection si on ne peut pas s'en dégager. Et ce, notamment pour éviter de se retrouver face à un tram. Mais bon, là on arrive sur un autre dilemme. On peut donc analyser cette situation et voir qu'elle correspond à ce que l'on peut appeler un dilemme du prisonnier itéré. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà à quoi ça ressemble. On a deux solutions. Soit coopérer en attendant que l'intersection se libère avant de s'engager, soit trahir en avançant dans le carrefour qui est déjà embouteillé. Et ce qu'il manque ici, c'est la partie communication, qui permettrait aux usagers de comprendre qu'ils ont tout intérêt à coopérer entre eux. Et cela peut être appuyé par une formation qui explique cette logique à tous, ou par d'autres points que je détaillerai plus tard. Oh les génies. Tous d'un coup, putain. Et avec cette logique, expliquer les limites de vitesse prend tout son sens quand on se rend compte que cela diminue drastiquement les risques de mortalité s'il y a un accident impliquant un piéton à une vitesse plus faible. Cela permet également de mieux comprendre l'intérêt des sas vélos en améliorant par exemple la visibilité des piétons devant le pare-choc du véhicule, au niveau des camions ou gros SUV. Added in a few more, I can't see anyone still. it would take 9 kids before this nurse could see the first sign of danger right in front of her. That's pretty terrifying and eye-opening that the visibility is that bad. Car oui, le sas vélo ne sert pas que pour les vélos, il permet aussi d'offrir une meilleure visibilité pour les piétons qui traverseraient devant le véhicule. Expliquer que s'arrêter à un feu permet par la suite de profiter d'une onde verte, c'est une technique de régulation de la circulation qui permet de continuer sans s'arrêter sur une longue distance en ayant tous les feux ouverts. Je suis certain que si l'ensemble de ces règles du jeu étaient mieux expliquées, beaucoup plus de personnes les utiliseraient à leurs avantages. Et finalement, ça serait bénéfique pour tous. Mais c'est vrai que dans certains cas, les règles sont injustes et la logique est absente. Par exemple, à certains feux, il y a ce petit triangle qui permet aux cyclistes de continuer même si le feu est rouge et ce, après avoir laissé la priorité aux autres usagers. Et si le sens de la flèche leur permet d'aller dans la direction souhaitée. Et ici, aussi étrange que cela puisse paraître, les trottinettes ne peuvent pas bénéficier de ce panneau. Car le code de la route n'a pas été mis à jour sur ce point. Et les piétons non plus ne disposent d'aucune exception qui leur permettrait de traverser l'intersection de la même façon que les cyclistes. Ils doivent absolument respecter le feu rouge piéton. Et cet exemple est une excellente transition vers la deuxième solution que pourrait offrir ce code de la rue. C'est le changement de l'urbanisme. Comme vous avez pu le voir, changer l'urbanisme change le comportement des usagers. Il serait donc possible, en proposant un urbanisme plus adapté, d'encourager les usagers à changer dans le bon sens pour respecter le code de la route. Pour cela, il faut harmoniser les aménagements. Par exemple, aux Pays-Bas, l'ensemble des pistes cyclables est d'une couleur en particulier,
pour permettre de reconnaître sans hésitation sur un carrefour l'espace réservé à chaque usager, piéton, automobiliste et cycliste. Cette couleur et ce marquage permettraient également de facilement comprendre les priorités et la place de chacun. Ça représente un gros travail d'harmonisation. Ça ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Haussmann en son temps en définissant par exemple la taille minimale des voiries, l'espace entre les arbres, le mobilier urbain et sa couleur. Et ça a perduré jusqu'à nos jours. Actuellement, à Paris, on doit décoder les intersections pour comprendre qui a la priorité. Par exemple, sur cette photo, la voiture en rouge aurait la priorité sur un cycliste qui arrive du point de vue du photographe, mais devrait céder la priorité à un cycliste qui arrive de l'autre sens. Le marquage, lui, fait croire que les cyclistes ont toujours la priorité. Et c'est ça le problème, il faut que ça soit clair tout de suite pour tout le monde. Si la voie cyclable ici était d'une couleur continue, on aurait tout de suite compris que les cyclistes étaient prioritaires. Et inversement, si cette voie était interrompue, les cyclistes comprendraient qu'ils perdent leur priorité. Enfin, au niveau des zones piétonnes, il faut simplement supprimer les trottoirs pour que les piétons puissent comprendre que tout l'espace leur est réservé. Et il est également possible de faire ce que l'on appelle des trottoirs traversants ou des plateaux pour indiquer clairement la priorité des piétons. Un aménagement bien réalisé et clair, c'est également moins de panneaux, comme par exemple sur les carrefours sécurisés qui permettent aux cyclistes de s'affranchir de panneaux M12, parce qu'ils n'ont pas besoin de rentrer dans l'intersection. Cela limite également les conflits, comme les mauvais stationnements, avec ce que l'on appelle des oreilles de trottoir. C'est une extension du trottoir en continuité d'une place de stationnement pour éviter qu'un véhicule s'arrête au niveau du passage piéton. Et ces éléments, comme les îlots, en formant des virages plus serrés, permettent de faire ralentir automatiquement les véhicules, sans forcément qu'il y ait de panneaux ralentir. Si cela vous intéresse, j'avais détaillé tous ces points dans le sujet que j'avais fait à propos de l'avenue de la République. Pour aller plus loin, il y a également des éléments que l'on appelle notch, que je détaillerai dans un autre sujet, qui permettent implicitement d'encourager des usagers à faire une action souhaitée. Comme par exemple un mobilier urbain qui permettrait aux cyclistes de poser leurs pieds en attendant que le feu passe au vert. Et en ce sens, un code de la rue permettrait de regrouper l'ensemble de ces éléments pour servir de guide dans la réalisation de futurs aménagements. Et toujours à propos de la modification, est-ce que l'on pourrait modifier le code de la route par rapport à ce code de la rue ? Ici, pas de panique, le code de la rue ne concernera pas cette partie. Et à ce propos, au niveau de la communication, il serait bon de revoir ce nom de code de la rue qui prête largement à confusion. Je veux être respecté, respecte le code de la rue. Ayant pu échanger avec la mairie de Paris, j'ai pu comprendre que ce n'était absolument pas l'optique de la ville de changer le code de la route. Et en plus, il n'est pas possible de le changer comme ça. Néanmoins, au niveau de Paris, il est possible de produire des arrêtés pour modifier certains points. Comme par exemple ce qui a été fait pour mettre Paris à 30 km/h, ou encore fermer des voies de circulation sur certains axes. Ces différentes modifications ne font qu'impacter le plan local de circulation, mais n'impacteront pas les règles générales. Et le code de la route, lui, s'adapte tant bien que mal aux changements de pratique des usagers, avec beaucoup de retard, comme par exemple au niveau des vélos électriques, trottinettes, EDPM ou encore plus récemment cyclomobiles légers. Il n'est néanmoins pas impossible de voir des modifications qui ont été apportées à l'urbanisme de Paris remonter au niveau national et pousser certaines lois à être adaptées. Et le dernier point par rapport au code de la route, c'est de faire respecter et appliquer les règles. Et pour cela, il faut qu'elles soient claires et comprises. Nul n'est censé ignorer la loi est une maxime bien théorique au vu de l'aménagement parfois complexe à comprendre, et des nouveaux usages. Il arrive même aux forces de l'ordre de s'y perdre. Il m'est par exemple arrivé de me prendre une amende alors que je circulais sur le trottoir avec une trottinette mécanique. Vous savez, le truc que l'on pousse avec un pied sans moteur électrique. Et bien malgré mes explications, il a fallu que je fasse une réclamation car ce véhicule est bien considéré comme un piéton et doit circuler sur le trottoir. Dans une ancienne vidéo que j'avais faite sur Rivoli, il avait fallu que j'explique l'intérêt du sas vélo à un agent de la mairie. D'accord, moi je prends le sas vélo pour aller tourner à droite. Et au-delà de ça, le partage de ces espaces est également mal compris. Même les usagers entre eux s'opposent. Il m'est arrivé, lorsque je marchais sur le trottoir à côté de mon vélo crevé, de me prendre une remarque par un couple qui me disait « Bah pourquoi t'es pas sur la piste cyclable ?» Il a fallu que je leur explique que j'étais un simple piéton à côté d'un objet qui était crevé d'ailleurs et que je ne pouvais donc pas circuler sur le vélo sur la piste cyclable. Et réciproquement, il m'est arrivé de faire remarquer à des piétons qu'ils étaient sur la piste cyclable alors qu'ils étaient bien sur le trottoir et moi sur une continuité de piste cyclable mal définie. Il y a également certaines voies bus qui sont parfois le long de pistes cyclables et les taxis ont du mal à comprendre pourquoi les cyclistes circulent là plutôt que sur la piste cyclable, alors que cette piste n'est pas obligatoire. Comme expliqué plus tôt, il faut donc commencer par clarifier ces zones pour chaque usager, et ça au niveau de l'urbanisme, pas juste des panneaux. Supprimer les trottoirs dans les zones piétonnes, clarifier les doubles sens cyclables, mettre en valeur les zones de rencontre, éviter au maximum les voies vertes.
tous ces éléments qui permettront finalement d'éviter aux usagers de commettre des erreurs. Et bien sûr, il y a le côté répression, comme par exemple celle des mauvais stationnements. Actuellement, vous avez plus de chances de vous prendre un PV si vous n'avez pas payé votre stationnement que si vous êtes mal garé. Pourquoi? Eh bien simplement parce que ces deux systèmes, la verbalisation de véhicules mal stationnés et la verbalisation de véhicules qui n'ont pas payé leur stationnement, sont gérés par deux services différents. Il y a un agent dans le véhicule et 3 ou 4 qui seront donc au PC ordinateur informatique. Et les autres agents du stationnement, si vous voulez, vont être affectés, ils se déplaceront en vélo d'ailleurs, ils vont être affectés à tout ce qui est le stationnement gênant ou dangereux. Une uniformisation de ces services permettra donc une sanction plus systématique et juste. Car il n'est pas normal d'être plus sanctionné si l'on a bien stationné son véhicule que s'il est stationné de façon gênante. Contrôle de stationnement payant. Cette voiture qui passe aurait très bien pu verbaliser la voiture mal stationnée, mais non. La voiture ne sera pas verbalisée. Aussi absurde que cela puisse paraître. Et avec la technologie dont on dispose aujourd'hui, il serait possible d'automatiser la verbalisation d'un grand nombre d'infractions, comme par exemple le fait de s'arrêter au milieu des carrefours. Ces verbalisations devront être faites régulièrement et de façon systématique et sans favoritisme selon le mode de transport, car que ce soit un automobiliste, un cycliste, un piéton, quand ils passent au rouge ou utilisent une voie qui n'est pas pour eux, il faut appliquer la loi. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas particulièrement pour cette solution, mais je devais quand même la citer pour rester impartial dans les différentes solutions et approches possibles. En finalité, j'espère que ce code de la rue permettra d'unifier tous ces points et d'harmoniser les aménagements en apportant plus de clarté pour les usagers, afin qu'un respect mutuel s'installe. Il est donc temps de réfléchir pour proposer un urbanisme plus adapté à nos besoins contemporains, qui perdurera des années comme celui qui nous est parvenu et continuera de faire de Paris ce qu'elle est aujourd'hui, la plus belle ville du monde. Alors n'ayons pas peur de ce changement, construisons-le ensemble. N'hésitez pas à me partager vos avis et suggestions. Excusez-moi, Oui. vous savez, la piste cyclable là, elle va jusqu'à Arzemétier, Je crois qu'elle va jusqu'au bout, mais là je suis en train de l'essayer justement. C'est un petit peu une grande première. J'ai vu, je vous ai vu tourner, je me suis dit, mais je vais faire la même chose. Bon, on verra. Car comme je vous le disais au début de la vidéo, mes échanges avec la mairie de Paris ont été simplifiés. Dorénavant, Altisplay est considéré comme un média indépendant et à ce titre pourra être informé en avant-première des changements qui seront opérés au niveau de la mairie de Paris et permettra également de faire remonter plus rapidement des points cruciaux. Je tiens également à préciser que je ne suis pas rémunéré par la mairie de Paris et à ce titre, je n'ai pas d'opinion pour ou contre. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour vous partager le plus objectivement possible mes observations, car je suis avant tout un Parisien qui souhaite le meilleur pour sa ville. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à me partager vos avis sur les axes que vous aimeriez voir améliorés en priorité, et si vous avez d'autres approches que je n'aurais pas abordées. Je n'hésiterai pas à les développer dans un sujet complémentaire. Merci à tous ceux qui soutiennent Altisplay sur Utip, Tipeee, YouTube et Twitch. Vous permettez à cette chaîne d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Merci à tous ceux qui prendront le temps de franchir le pas. C'est grâce à vous que je peux garder une indépendance sur ce média. Merci également aux abonnés et bien sûr tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Il est temps de vous quitter. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Bon, pour le moment c'est pas mal. Bah ouais, je préfère ici que au mur. Que l'autre avait piétonnière là? Ouais. Je crois que c'est pas fini au bout. Hein. Enfin, on va voir. Déjà bien. Hein.